Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast Made in the Playoff. Comme vous l'avez vu sûrement sur nos réseaux, on vous l'a teasé un petit peu. Nouveau podcast consacré à la NCAA, exclusif sur le college football. On va commencer par vous faire 4 previews qui va sortir une fois par semaine sur les 4 grandes conférences du college football. Mais avant de rentrer un peu plus en détail là-dessus, je vais vous présenter mes deux spécialistes, mes deux amis qui sont là pour pouvoir parler avec moi de cette première conférence. Tout d'abord, donc vous l'avez déjà entendu lors de notre mock draft NFL, c'est mon ami Rosu. Salut Rosu, comment tu vas? Salut à tous, ça va, super. Le suivant, vous le connaissez plus sur le nom de Texas FR, qui est un homme de goût, car il aime la plus belle université des États-Unis. C'est mon ami Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas? Salut à tous, moi ça va très bien, merci. Top. Maintenant que vous avez l'équipe au complet, donc vous pourrez nous suivre tout le long de l'année, je vais vous parler un peu plus en détail donc, du sommaire de cette émission, de ce podcast. Donc en détail, ce que nous allons faire, c'est que nous avons sélectionné 6 équipes. Vous savez qu'on ne peut pas parler malheureusement de toutes les équipes et de toutes les conférences. Donc on vous a sélectionné 6 équipes par conférence qu'on va essayer de mettre un peu en avant, de mettre un peu en lumière. En commençant par parler de leur bilan de la saison dernière, donc que ce soit saison régulière et play-off pour les équipes qui ont été en play-off. On vous parlera ensuite des joueurs qui ont été draftés, qui ont la chance d'être draftés en NFL. Par la suite, mes amis vous parleront un peu plus en détail des équipes, donc que ce soit le coaching staff, les nouveaux joueurs arrivés, certains joueurs clés qui sont arrivés dans ces équipes. Ensuite, ce qu'on a voulu vous présenter, c'est d'essayer de faire un focus sur 2 joueurs. Donc, on vous a sélectionné un joueur en attaque, un joueur en défense, pour essayer de rentrer un peu plus dans le détail sur un joueur de cette équipe. Et on finira par vous énoncer le calendrier pour la saison prochaine. Et le moment tant attendu, c'est le fameux pronostic pour la saison prochaine de chaque équipe. On prendra des notes, on pourra vérifier en fin d'année si on était totalement à côté. C'est ça qu'on adore. Et petite précision donc en fin d'émission, donc à la fin de vous avoir présenté les 6 équipes, on vous présentera chacun notre prédiction du classement, du top 10 de cette conférence. Donc, pour commencer aujourd'hui, si je ne voulais pas préciser, nous allons commencer avec la conférence Big Ten. Et la première équipe que nous allons parler, c'est l'Université d'Illinois, qui a fini la saison dernière avec un bilan très correct pour 10 victoires et 3 défaites, qui n'ont malheureusement pas pu accéder aux playoffs et qui ont joué leur bol contre l'université que Rosu affectionne, la Caroline du Sud, qui ont malheureusement perdu face à Illinois, donc 21-17, lors du Citrus Bowl. Je le cite tout de même. Pas grand-chose à dire au niveau de la saison dernière pour Illinois, étant donné qu'ils n'ont pas joué les playoffs. Mais pour discuter un peu des joueurs qui ont été draftés, donc ils ont 3 joueurs qui ont été draftés, même un joueur drafté donc, au 3e tour. Le pick 74 donc, par les Denver Broncos, c'est le wide receiver Pat Bryant, qui, je pense, au vu du roster des Broncos, a une possibilité de récupérer la 3e place au niveau des receveurs. Un receveur qui est physique, qu'on connaît, qui est très bon en red zone. On ne va pas rentrer dans les détails. Et ensuite, les 2 autres joueurs, donc c'est des joueurs qui n'ont pas été draftés, mais ils ont quand même été choisis par des équipes. Donc on a le wide receiver Zachary Franklin, qui a été quand même choisi par les Riders pour intégrer le roster, et le edge rusher Seth Coleman, qui lui a été choisi par les Seahawks. À présent, c'est mon ami Rosu qui a eu la chance de pouvoir nous présenter cette équipe d'Illinois. Je te laisse du coup nous parler un petit peu de leur coaching staff et des joueurs un peu phares qui sont arrivés. Tout à fait, Illinois qui a bien performé la saison dernière par rapport aux années précédentes, emmené par le head coach Brett Bielema, qui a déjà une longue carrière en NCAA
Et comme tu dis, ils ont battu South Carolina dans le bowl, euh, notamment grâce au head coach, qu'il faut jamais sous-estimer dans le college football. Les effectifs sont quand même assez... euh, ils se valent quand même pas mal. Donc le coach fait Pour souvent beaucoup de taf, ouais. quand même une différence. Et il avait fait dans ce cas-là. Donc Illinois, ils ont perdu quelques joueurs à la draft, pas forcément beaucoup. Euh, Par contre, ils ont perdu leur leading running back, Josh McCray, qui est parti à Georgia. Et quelques membres de la ligne offensive aussi. Donc ça, c'est toujours des gens bon, qui sont moins starifiés en général, mais le line, c'est quand même la base. Donc attention à ça. Et donc le receveur qui a été drafté, euh, il a été remplacé, on va dire, sur le portail des transferts, avec notamment l'arrivée de Edsel Clemens de West Virginia. Ils ont aussi pu récupérer un linebacker senior maintenant, donc de Wisconsin, Leon Lowery. Donc, c'est quand même une équipe sur laquelle il faut s'attarder parce que c'est pas un des gros noms du Big Ten, mais c'est une équipe qui est clairement sur la pente ascendante. Et en termes de joueurs majeurs pour la saison prochaine, donc, on a évidemment le quarterback Luke Altmaier, qui est un senior de 5e année, qui est en général annoncé parmi les top 10 QB Mhm. de la NCAA pour l'année prochaine et qui a prouvé qu'il faisait le boulot les années précédentes pour Illinois. Il a commencé tous les matchs sauf 3 à la fin de sa troisième saison où il a été blessé. Mais sinon, c'est un très bon joueur aussi. Euh, physique, physique adapté au quarterback. Grosse précision dans ses passes. Assez bon pour lancer en mouvement. Bonne release. Donc, très, 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 très dangereux. Et avoir un QB de ce calibre-là, ce sera sa dernière année. Donc, moi, je pense que ce sera vraiment le joueur majeur. Il faudra qu'il fasse un peu attention à sa protection du ballon, mais un joueur d'expérience comme ça, à ce niveau-là, ça fait toujours une différence. Donc, coach avec grosse expérience, QB avec grosse expérience, euh, c'est quand même des atouts pas négligeables en NCAA. On est d'accord. Sur la défense, pareil, ils ont un joueur assez intéressant, la personne de Gabe Jacas, qui est un outside linebacker, on va dire, mais qui est assez polyvalent. Enfin, sur la D-line, il est pas trop mal en coverage aussi. Donc, euh, 8 sacs l'année dernière donc, et 13 tacles pour perte. Donc, ça fait quand même du dégât. Et donc, pareil, encore un senior euh, qui fait le taf. Ils attendent aussi pas mal d'un jeune receveur, Malik Elzri. Euh, donc, on verra ce que ça donne. Peut-être le point noir, c'est un peu les running backs, sachant que leur star est parti et qu'ils vont se focaliser sur ceux qui le remplaçaient l'année dernière, donc à voir si ça le fait ou pas. Euh, en défense, ils ont une très bonne secondary de façon générale, notamment avec le safety Xavier Scott. Donc équipe intéressante, Illinois, qui pourrait être une surprise et qui essaye de se faire sa place dans une conférence où il y a quand même beaucoup de gros noms. C'est pas leur cas, mais Ouais. mais ça progresse. Donc, tout ça pour dire qu'en pronostic, je les ai mis assez haut puisque je leur ai prévu une fiche de 9 victoires, 3 défaites. Je les vois bien continuer sur leur lancée, vu le retour de joueurs très importants. Ce sera la dernière année. Je sais pas comment ce sera dans 2 ans, mais je pense que l'année prochaine, ils ont leur carte à jouer. Tout à fait. Et pour compléter du coup un peu ça, je vais vous préciser un peu leur calendrier pour les saisons prochaines, qui je trouve est quand même un calendrier assez abordable pour eux. Ils vont commencer donc leur premier match le 30 août face à Western Illinois. Ils vont les recevoir. Ils iront ensuite à Jukes. Une nouvelle fois, ils recevront Western Michigan pour ensuite aller à Indiana, recevoir ensuite en duel de conférence USC, pour après aller à Purdue, recevoir là un match qui risque d'être un peu compliqué face à Ohio State, qui est un des favoris dans cette conférence. Ensuite partir donc à Washington
pour recevoir 2 fois, donc Rutgers et Maryland, aller dans le Wisconsin et finir à Northwestern. Donc ça reste un calendrier quand même assez abordable. Toi, du coup, Rosu, tu les as mis en 9-3, c'est ça? 9-4? Ouais, justement, parce que le calendrier, il est prenable, effectivement. Il joue pas à Michigan, il joue pas du Penn State. Il y a moyen de faire quelque chose pour eux. Ok, donc moi, ce que je vois, c'est que moi, je les ai mis en 8-4. Donc j'ai juste mis une défaite de plus que toi. Et toi, Bertrand, du coup, tu les as mis à quel prono? Eh bien, moi aussi, je les ai mis en 8-4. Parce que 8-4 effectivement, aussi. la Big Ten est quand même relevée et je pense que la marche est parfois encore un peu haute pour aller sur la durée, malheureusement. On est d'accord. Bon, après, on est tout le temps à peu près dans le même range, hein. 9-3, 8-4, ça reste à une victoire de différence. Mais ce sera, je pense, une très bonne saison pour Lino la saison prochaine. Pour cette deuxième équipe, donc, nous avons sélectionné, nous allons parler de Michigan, Wolverine, qui ont un bilan très compliqué la saison dernière avec 9 victoires et 5 défaites. Pour rappel, donc la saison d'avant, la saison 2023-2024, c'était les champions en titre. Ils avaient fait une saison invaincue en 15-0. On sait que le départ de Jim Harbaugh pour devenir head coach des Chargers et JJ McCarthy, leur QB vedette, parti aux Vikings, qui débutera officiellement sa première saison en tant que starter la saison à venir, a été compliqué pour eux. Ils ont tout de même gagné leur bowl face à Alabama, qui est une très bonne université, 19-13. Pour ajouter, après cette saison compliquée, ils ont eu quand même quelques joueurs phares et importants de l'équipe qui ont été draftés cette saison. 3 joueurs qui ont été draftés au premier tour. Évidemment, le D-line Mason Graham qui a été choisi 5e choix au premier tour donc par les Browns de Cleveland. Le tight end Colston Loveland qui a été choisi 10e, toujours au premier tour par les Bears de Chicago. Et le deuxième D-line, donc Kenneth Grant, qui a été choisi, lui, 13e par les Dolphins de Miami. Le 4e joueur pour compléter donc, les joueurs draftés par Michigan, c'est le cornerback Will Johnson, qui était même annoncé un certain temps au premier tour, mais qui a été choisi donc, au 2e tour, en pick 47 par les Cardinals d'Arizona. Au niveau du coaching staff et des petits joueurs arrivés, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, mon ami Bertrand? Et bien donc le head coach qui fait sa 2e saison, donc chez Ron Moore, après le départ de Jim Harbaugh, qui en plus, pour la petite anecdote, va être suspendu les 2 premiers matchs de la saison par rapport à tous les scandales de Jim Harbaugh et sa participation au vol de signal. Il y a une belle série sur Netflix à regarder pour ceux que ça intéresse, qui est très intéressante pour la peine. Donc effectivement, après une année de transition difficile, hein, avec un record de 9-5 qui était quand même loin de escompté quand on finit champion l'année d'avant, va avoir un gros travail à faire cette année. Alors pour la peine, il a plutôt pas mal recruté, puisqu'il a recruté un des meilleurs QB de la classe donc 2025, qui est Bryce Underwood, donc un QB 5 étoiles, pour qui on attend beaucoup de choses, qui devra du coup faire quand même ses preuves en première année directement, donc c'est quand même beaucoup de pression pour lui. Il y a eu aussi d'autres arrivées, notamment sur le recrutement de freshmen. On a un autre 5 étoiles en offensive tackle, qui c'est Andrew Babalola, si je ne dis pas de bêtises, Babalola, pardon. C'est ça, Babalola. Et puis un 4 étoiles en linebacker, Nathanael Owusu-Boateng, pour qui on attend aussi beaucoup de choses. Et puis sur le marché des transferts, ils ont quand même réussi à faire notamment 2 gros coups en piquant un running back d'Alabama, qui est quand même une grosse équipe, en la personne de Justice Haynes, dont on va parler un petit peu après sur le focus offensif. Et puis pour renforcer leur defensive line avec les 2 départs en NFL, quand même de 2 gros joueurs qui ont fait quand même une sacrée saison, ils ont aussi recruté Damon Payne, qui vient aussi lui d'Alabama. Et on sait très bien que la formation à Alabama
ça rigole pas et que c'est du costaud, même si ce n'était pas forcément des titulaires l'année dernière. Ils ont tout à prouver cette année et surtout quand on vient de Bama, du coup, il y a de grandes attentes sur ces noms-là. Pour le focus du coup du joueur offensif, on a choisi justement Justice Haynes qui vient d'Alabama, donc un running back qui est déjà assez aguerri, qui manquait peut-être un peu de temps de jeu, ce qui explique sa demande de transfert de Bama à Michigan, mais qui a quand même des stats assez honorables quand même pour une doublure, qui quand même l'année dernière a fait quasiment 80 courses pour presque 450 yards, dont 7 TD. Et puis à la réception, parce qu'on sait bien que maintenant sur le college football, les running backs sont aussi des receveurs réguliers et 17 réceptions quasiment pour 100 yards. Donc on est quand même en face d'un running back qui est assez grand, 1m83, c'est quand même pas rien pour un running back. Souvent on les attend un peu plus petits et un peu plus condensés pour 95 kilos. Alors, il a une très bonne vision de jeu pour la peine, mais ça, c'est la formation d'Alabama. Je pense qu'il a pris des très bonnes bases solides. En tout cas, il prend de bonnes décisions. Il attaque rapidement les zones qui sont libres. On a quelque chose d'assez solide et je pense avec un potentiel aussi en receveur avec des bonnes mains. Plutôt pas mal et sur lequel Sherrod Moore, le head coach, va pouvoir compter pour développer une attaque peut-être un peu plus explosive que celle qu'on a vue l'année dernière, notamment avec Bryce Underwood qui doit faire ses preuves et pour qui on attend beaucoup de choses. Donc pas mal de points forts, quelques petits défauts à travailler, notamment sur sa vitesse pure. Où là, effectivement, une fois qu'il est lancé, peut se faire rattraper par un safety quand même assez rapide ou un DB assez rapide. Et puis, le fait de sa grandeur et qu'il soit assez longiligne face à des pass rushers un peu plus costauds, parce que des pass rushers en college football sont souvent à 120 kilos, notamment en Big Ten. Et effectivement, 95 kilos contre 120 kilos, en termes de pass block, ça peut être vite compliqué. Donc, il va falloir qu'il travaille ce côté-là pour pouvoir prétendre les prochaines années au passage en NFL. Quand même, c'est beaucoup attendu aussi pour les running en NFL, de pouvoir bien protéger le quarterback et notamment du côté aveugle du quarterback. Donc ça c'était pour le focus sur le joueur offensif et puis Bryce Underwood pour qui on attend plein de choses mais pour lequel encore nous n'avons rien vu mais qui est attendu au tournant. Et en défense, qui je pense sera en tout cas un des points forts de Michigan cette année, ils vont pouvoir compter sur le linebacker Ernest Hausmann qui est un senior, donc ça va être sa dernière année. Et là, on est sur un beau bébé, 1m88 pour 108 kg, donc on est déjà sur quelque chose de bien costaud. Il est dans une année de confirmation pour préparer clairement son départ en NFL. Qu'il espère, je pense en tout cas partir dans le premier tour parce qu'on est quand même sur quelque chose de très très de très très costaud pardon. Ces stats sur l'année 2024, c'est quand même 54 plaquages en solo, 2 sacs, une interception. C'est quand même plutôt costaud, un excellent instinct, clairement, il réagit vite. Il connaît bien les schémas offensifs des équipes en face, qui lui permet aussi de réagir vite et puis très, très explosif, avec une très bonne vitesse, mine de rien. Quand on fait 108 kilos, c'est pas rien. Et puis surtout, on est sur un leader dans le vestiaire. Vraiment, c'est le patron de la défense, c'est lui qui est le moteur de tout le monde et qui est là tout le temps et qui n'abandonne jamais. On est vraiment sur le capitaine de la défense et logiquement devrait prendre le cap de cette défense cette année. Quelque chose de solide et puis qui va permettre, je l'espère en tout cas, à Michigan de retrouver, alors peut-être pas le niveau d'il y a 2 ans, mais en tout cas d'aller jouer les premiers rôles, notamment en Big Ten, et d'aller peut-être un peu embêter Ohio State, dont on parlera un peu tout à l'heure. J'étais prêt. Je pense que là, on est bien sur un bon chef de meute, en plus pour l'équipe de Lou, avec Ernest Hausmann. Je
pense que c'est tout tracé. Pour rebondir du coup sur ce que tu viens de nous dire, je vais vous présenter un peu le calendrier pour la saison 2025 pour voir si Michigan a la possibilité de venir embêter justement le haut du classement dans cette conférence. Ils vont commencer donc à recevoir le premier match contre New Mexico, qui risque d'être un match assez facile pour commencer. Ils iront ensuite dans l'Oklahoma pour ensuite recevoir Central Michigan, partir ensuite dans le Nebraska, recevoir ensuite le Wisconsin pour jouer donc ensuite en Californie donc face à USC en duel de conférence du tableau normalement. Pour ensuite donc recevoir Washington, partir face à leurs grands amis de Michigan State, ensuite recevoir Purdue, partir à Northwestern et finir par Maryland et le match le plus compliqué je pense face à Ohio State. Donc pour toi mon Bertrand, tu leur donnes quoi comme bilan pour la saison prochaine? Alors bilan, moi je pars sur un 9-3 parce que voilà, 3 défaites et notamment contre Ohio State, potentiellement contre Michigan State aussi, qui est une rivalité très dure et pour laquelle Brice Underwood est peut-être pas forcément préparé. Et puis on n'est pas à l'abri qu'un USC vienne les embêter aussi régulièrement. Voilà, le grand mystère, ça va être la capacité de Brice Underwood de mener cette attaque pour qu'elle soit explosive. Voilà, donc pour moi, on part sur du 9-3. 9-3, c'est sûr qu'avec un nouveau QB comme ça qui arrive, c'est toujours un peu compliqué de réussir à se projeter et de donner un peu un pronostic. Mais toi, du coup, Rosuc, quel est ton prono pour Michigan? Moi, j'avais mis 9-3 aussi. 9-3 aussi. Calendrier difficile, mais équipe assez solide. Moi, je voulais juste faire un petit focus sur un autre quarterback dans le roster qui s'appelle Jadyn Davis, Ouais. que j'ai eu la chance de voir jouer au lycée, puisqu'il est de Charlotte, et qui était un QB 5 étoiles l'année dernière quand il a signé à Michigan. Donc, Bryce Underwood, il a fait son buzz avec son commitment à LSU pour changer après à Michigan avec ce qu'on pense être un gros sac de monnaie. Mais bon, ils avaient déjà ce mec-là, 5 étoiles l'année dernière, de Charlotte, donc. Donc, faudra quand même qu'il se batte pour avoir sa place. Mais malgré tout, quel que soit le quarterback, ce sera un quarterback inexpérimenté. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis plus haut que 9-3, même si Exact. 9-3, Et donc, du c'est coup, déjà très honnête. les 3 défaites pour toi, c'est à peu près les mêmes que Bertrand, du coup? C'est Ohio State, Michigan State? Pas forcément, c'est plus sur l'overall, on va dire. Ok. Je pense que ça s'équilibrera. Je n'exclus pas une surprise en faveur et à contrario, une défaite un peu, Une défaite un peu surprise, ouais, comme un on a peu bête souvent. quelque Ok. part. Ouais. Ok. Bah moi, là-dessus, je vous suis. Je suis également sur 9-3. Donc, je pense qu'il va y avoir une amélioration malgré les pertes qu'ils ont eues la saison dernière. Je pense aussi qu'il y aura une petite amélioration pour Michigan avec, encore une fois, je pense, un calendrier assez abordable pour eux en tout cas. Alors, pour cette troisième équipe, donc là, on va vous parler du gros tout de suite, des champions en titre, donc Ohio State, qui a fini avec un bilan de 14-2. Donc du coup, qui a joué son premier tour de playoff face à Tennessee, qu'ils ont gagné 42-17, pour rappel, pour jouer ensuite en quart de finale face à Oregon, qui a été les champions de la conférence, et qu'ils ont gagné encore une fois 41-21, donc encore une très belle victoire assez large. Ils ont ensuite, à mon grand désespoir, battu Texas en demi-finale 28-14. Et pour ensuite donc atteindre les finales et gagner 34-23 face à l'Université de Notre-Dame, qu'on vous présentera aussi dans un prochain podcast. Alors attendez que je retrouve donc les joueurs draftés, que je les ai plus ici dans ma page citée, excusez-moi. Hop. Au niveau des joueurs draftés, donc on a également 5 joueurs qui ont été draftés de Ohio State, évidemment. 3 joueurs au premier tour. Donc le premier joueur qui était drafté, qui était un petit peu une surprise à cette position et à cette équipe, c'est le wide receiver Emeka Egbuka, qui a été choisi en 19e choix par les Bucks de Tampa Bay.
On ne s'attendait pas à voir un receveur à Tampa au premier tour, mais ils ont mis leur dévolu sur ce joueur. Ensuite, c'est l'O-line Donovan Jackson qui, lui, a été choisi en 24e choix par les Vikings, qu'ils avaient envie de renforcer leur ligne offensive. Très bon choix, en tout cas, de leur part. Et pour conclure, donc, dans ce premier tour, c'est une nouvelle fois l'O-line Josh Simmons, qui a été choisi au 32e choix, qui pour beaucoup est un très bon style de la part des Chiefs, qui devaient se renforcer au niveau de leur ligne offensive. Pour compléter ça, donc on a le running back ultra explosif Quinton Jenkins qui a été choisi donc au 2e tour à la 36e choix par les Browns de Cleveland. Et pour terminer, donc c'est le head rusher Jack Sawyer, si je prononce bien, qui a été choisi donc lui au 4e tour pour le pick 123 par les Steelers de Pittsburgh. Du coup, pour toi, Rosu, je te laisse nous parler un peu du coaching staff et des nouveaux arrivés potentiels d'Ohio State. Ouais, un coaching staff qui change, parce que Ryan Day, qui est un coach quand même qui était assez controversé jusqu'à ce qu'il gagne son titre, s'entoure d'un nouveau coordinateur offensif, Brian Hartline, qui était déjà le coach des receveurs, si je ne me trompe pas. Et compte tenu de la performance des receveurs d'Ohio State, il prend du galon, ce qui est pas vraiment surprenant. Et surtout, Matt Patricia, l'ancien head coach des Lions en NFL, ancien defensive coordinator de Bill Belichick aux Patriots. Donc quand même un gros nom pour revenir dans le college football. Donc à noter ces changements de coaching staff. En termes d'arrivée, Ohio State aussi, ils peuvent se permettre quand même sur le marché C'est clair. j'allais dire sur le marché des transferts, mais sur le transfert portal, ils peuvent se permettre de recruter un peu ce qu'ils veulent, hein. Notamment Bo Atkinson de North Carolina, le running back CJ Donaldson de West Virginia, qui aura du boulot lui, parce que pour remplacer les 2 stars qui sont partis C'est clair. en NFL, notamment. Donc ils ont aussi recruté un QB 5 étoiles, Tavian Sinclair, même s'ils en ont déjà dans le roster des bons quarterbacks. Donc a priori, ce serait Julian Sayin qui devrait prendre le relais, mais bon, un peu sans expérience, quoi qu'il en soit. On sait que c'est pas non plus. Ils ont l'habitude, Ohio State, d'un peu de changer tous les ans. Donc on verra. Comme joueur à surveiller, on va se focus évidemment sur Jeremiah Smith qui est un peu Évidemment. une des grosses stars de la NCAA l'année prochaine, Caleb Downs en défense. Mais bon, évidemment, il y a pléthore de joueurs à noter côté Ohio State, comme le receveur Carnell Tate, le linebacker Sonny Styles et le cornerback qui est intéressant, lui, Davidson Igbinosun, parce qu'il est assez critiqué parce qu'il concède beaucoup de passes interférences. Donc à voir s'il arrive à modifier un peu son jeu, à s'améliorer. Ce sera une question intéressante à voir, mais le roster d'Ohio State, de toute façon, pour ceux qui jouent un peu à college football, c'est des monstres. Belle armade, Donc c'est clair. voilà, et pour le focus, par exemple, commençons par la défense, une fois n'est pas coutume, par le safety Caleb Downs. Caleb Downs, c'est un safety un peu parfait, quoi. Il est bon en tout, très bon plaquage, très bonne lecture, super rapide. Il fait peur rien que par sa présence au QB adverse. Donc rien que ça, quand ça rentre dans la tête, c'est déjà quand même une bonne partie de la défense qui est faite, on va dire. Donc très très dangereux potentiellement. S'il s'était présenté à la draft, il aurait été drafté assez haut a priori. Donc bonne nouvelle pour Ohio State qui reviennent, et ça les aidera à tenter de faire le back-to-back. Et donc il sera épaulé notamment en attaque par le Jeremiah Smith, qui est un receveur un peu profil parfait, 1m91, 98 kg, impressionnant en tant que true freshman.
Donc, c'est déjà lui un peu la star de l'équipe. Il pouvait pas se présenter à la draft, mais c'est pareil, à cause de son jeune âge, il n'avait pas fait le minimum de temps en NCAA. Mais s'il s'était présenté à la draft, lui aussi, il aurait été sûrement drafté très très haut, ne serait-ce que par son potentiel. Donc on le voit, c'est pas. Calvin Johnson, c'est un petit peu haut comme comparaison, mais c'est quand même un receveur qui est attendu très 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 haut à la draft quand il sera là. Donc ça sera du lourd en tout cas, Ohio State comme toujours, mais peut-être qu'il y a moyen que ça se passe pas si bien que ça, compte tenu beaucoup de changements malgré tout dans le coaching staff, beaucoup de gros joueurs qui sont partis. Aussi, Donc, pour enchaîner sur mon pronostic, je les ai mis en 10-2. ok. Et notamment, Belle surprise. notamment parce que déjà le premier match de la saison à Texas, il va déjà nous en dire un petit peu plus. On va en parler du premier match. Juste la petite précision que je voulais ajouter justement sur les deux focus que tu nous as présentés. Je pense même qu'on peut aller pour dire que Caleb Down est sûrement le meilleur safety la saison prochaine, safety numéro 1, potentiellement avant le début de la saison. Et de même pour de l'autre côté, Jeremiah Smith, qui est peut-être aussi le meilleur wide receiver la saison prochaine. Donc ça fait quand même deux grosses armes. Mais pour toi. Il y a une petite concurrence avec le Ouais. gars d'Alabama. Avec Ryan Williams aussi, ouais. C'est-à-dire que les deux, ils vont se tirer Ça la le bourre, je combat. pense. Très beau Ouais. combat en tout cas la saison prochaine. Mais et pour rebondir donc sur le calendrier, et tu nous as spoilé en plus les premiers matchs de la saison qui recevront Texas. Autant vous dire que pour moi et Bertrand, vous connaissez déjà notre promo pour ce match. Mais par la suite, donc, je trouve un calendrier, encore une fois, très accessible pour une équipe de la Big Ten. Donc avec en week 2 donc, face à Grambling, ensuite face à Ohio. Le match d'après, donc ils iront à Washington pour ensuite recevoir Minnesota. Et à faire deux matchs à l'extérieur, donc face à Illinois et le Wisconsin, pour ensuite donc C'est pas facile que ça. Pas si facile que ouais, ça. on est d'accord, il y a deux matchs là-bas. Ensuite, donc recevoir Penn State, qui sera pas facile non plus. Dur ça. Ouais. Ouais. Aller à Purdue et finir par UCLA, Rutgers et Michigan, qui on avait dit Michigan, ouais. qui devrait, à Michigan en plus. On a avancé Michigan qui sera un peu mieux. Malgré cela, moi personnellement, j'ai mis donc un prono de 11-1. Donc, comme tu l'as dit, Roger, je suis d'accord avec toi, je les vois perdre le pré-match contre Texas. Et le reste, je pense qu'ils vont quand même réussir à les prendre parce que je pense qu'ils sont quand même au-dessus de la plupart des équipes. Et pour toi, Bertrand, donc ton prono, c'est Eh bien, exactement la même chose. Je ne les vois pas du tout gagner le premier match de manière tout à fait objective, bien évidemment. Enfin, sérieusement, voilà, Texas, je pense qu'ils sont un peu plus préparés sur ce premier match. L'année dernière, on les a vus aller gagner à l'extérieur des gros matchs. Et là, il y a eu quand même beaucoup de changements dans l'équipe de State et beaucoup de départs, ce qui est un peu moins le cas pour Texas. Et puis, Michigan, effectivement, match compliqué, mais comme ils ont perdu le big game l'année dernière, je pense qu'ils vont avoir à cœur d'aller les battre chez eux. Et je pense que State, là, cette année, est plus revanchard et plus orgueilleux que Michigan. Donc, et justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est la même chose pour le premier match. Donc, faut pas oublier que Texas s'est fait sortir en demi-finale quand même aux portes de la finale par Ohio State. Donc, une petite revanche, une équipe qui est un peu mieux préparée. Donc, je vois bien Ohio State perdre leur premier match face à Texas. En tout cas, je le souhaite beaucoup. On est deux pour ça. Oui, Rosu, tu disais. Pardon. Non, ils sont à domicile, non, pour le premier match, il me semble. Ouais. Donc, c'est à Ohio State, ouais. Ça peut aussi jouer, ça peut jouer dessus, mais je vois quand même Texas gagner à l'extérieur pour le premier match. Après, c'est le cœur qui parle un peu plus, on le sait, mais bon. Et là, votre cœur va vous casser vos pronostics dès le premier match. Ouais, dès le premier match, il va se faire exploser, on va rien comprendre. Mais bon. Alors, s'ils finissent à 12-0, on ne sera pas si loin que ça. Ah, c'est vrai, après 11-1, 12-0, on n'est pas loin. Après, ils peuvent exploser Texas et puis après être ridicules contre d'autres équipes après derrière qu'on ne s'attend pas du tout. Après, il y a quand même quelques matchs pièges, hein. Penn State, Michigan, même Illinois, ça peut être des matchs accrochés. Ça ne va pas être que des matchs faciles, mais je les sens bien quand même, je pense.
L'histoire et nos auditeurs retiendront que j'ai pris l'under sur vous, sur Ohio State. On verra. C'est vrai, on verra ça, ce que Les ça va comptes pour donner fin de la saison. en fin d'année, on fera les comptes. Tout est enregistré, tout est noté, vous inquiétez pas, on pourra faire les comptes en fin de saison. Donc on va enchaîner cette fois-ci donc avec ceux qui ont été champions de la Big Ten la saison dernière, donc c'est Oregon. Oregon qui a fini avec un bilan de 13-1. Donc ils ont gagné leur finale de conf face à Penn State 45-37. Donc ils ont pu échapper au premier tour des playoffs pour perdre en quart de finale face aux champions en titre, enfin, les futurs champions Ohio State. Ils ont perdu 41-21 quand même, un bon 20 points dans la gueule, excusez-moi du mot. Au niveau des joueurs qui ont été draftés, donc ils ont quand même quelques joueurs qui ont été du coup perdus de leur effectif. En commençant par le Dylan Derrick Harmon, qui a été choisi donc au premier tour, au 21e choix par les Steelers de Pittsburgh, accompagné donc à ce premier tour du tackle offensif Josh Cornerly Jr., qui a été choisi un peu plus loin, en 29e choix par les Commanders de Washington. Ensuite, à la surprise, donc les Rams, qui, je rappelle, donc n'avaient pas de choix au premier tour. Au deuxième tour, ils ont pris le tight end Terrence Ferguson, en pick 46, qui je pense est un très bon choix pour eux, surtout avec McVay et Stafford. Il y a des chances d'avoir un petit peu de temps de jeu, je pense. Et par la suite, donc au troisième tour, donc il y a le Jordan Burch, le D-end, qui a été choisi au 78e choix par les Cardinals. Ensuite, donc, le QB, Dylan Gabriel, qui a été choisi donc au troisième tour devant Sanders par les Browns de Cleveland en pick 94. Est-ce qu'il sera le QB numéro 1 chez les Browns? C'est une très bonne question. Et pour terminer, donc c'est leur running back Jordan James, qui a été choisi donc au 5e tour, au 147e choix par les Niners de San Francisco. Au niveau donc du coaching staff et des joueurs qui ont été arrivés pour compléter un peu ces départs à la draft, je te laisse nous parler un peu plus de cette équipe, Bertrand. Oui, donc les Ducks de l'Oregon, donc avec leur coach quand même qui est maintenant assez emblématique et qui est là depuis 2022, qui était passé par Georgia avant en defensive coordinateur, donc Dan Lanning. Qui est toujours assez exubérant sur le bord du terrain pour ceux qui regardent les matchs et qui a toujours beaucoup de choses à dire, mais qui est pour la peine très, très compétent. La grosse interrogation cette année va être de nouveau un peu comme les Wolverines au niveau du QB, parce qu'avec le départ de Dylan Gabriel, qui était quand même assez aguerri et qui était passé par plusieurs équipes, là cette année il part sur un QB sans trop d'expérience, qui est Dante Moore. Donc, reste un point d'interrogation sur cette attaque qui a perdu, comme tu l'as rappelé, quand même pas mal de joueurs en attaque. Mais pour la peine, ils ont réussi sur le marché des transferts, à quand même attirer du beau monde, notamment le receveur de Florida State, Malik Benson, qui, je pense, aura pas mal de choses aussi à prouver sur le terrain. Le running back Mackie Hughes, dont on va faire le focus après, qui vient de Tulane, donc une équipe qui évolue dans l'American League, enfin pas l'American, la conférence américaine, pardon. Voilà, deux joueurs offensifs qui viennent un peu aider ces départs quand même assez importants pour la NFL. Et puis deux recrues aussi en offensive guard, en offensive tackle, Emmanuel Pregnon qui vient de USC, et puis Isaiah World qui vient de Nevada. Alors c'est sûr, c'est pas des gros noms. Alors pour USC forcément oui, qui font rêver, mais c'est des joueurs qui ont été efficaces à leur poste les saisons dernières et qui viennent clairement se montrer un petit peu chez les gros bras pour pouvoir espérer partir en NFL et faire montrer leur draft stock. Donc beaucoup d'attentes sur cette nouvelle attaque.
Et ben on va enchaîner directement sur le running back Mackie Hughes, hein, du coup qui a passé 2 saisons à Tulane, qui a effectivement dans la conférence américaine navigué très facilement. Il s'est fait plaisir. Ah oui, on est sur 265 courses, hein, quand même sur 2024, ce qui est quand même une production assez énorme pour 1401 yards et 15 TD, ce qui est quand même c'est du costaud, hein, clairement. Et là, on est sur un running back concentré, 1m78 pour 95 kg. On est sur quelque chose de compact. Voilà. Et c'est d'ailleurs une de ses forces, hein, c'est qu'il a un gros équilibre au contact, ce qui lui permet justement de prendre des chocs et de continuer après à avancer tout en restant debout. On pourrait le comparer à un running back de NFL, David Montgomery des Lions, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et vraiment une puissance avec des cuisses assez impressionnantes et puis une explosivité très, très costaud. Il vient faire ses preuves. C'est ce grand mystère-là, justement, de venir un petit peu dans une grosse conférence, hein, la Big Ten qui est du costaud. Est-ce qu'il arrivera à être aussi dominant que ce qu'il a fait à Tulane, à la Green Wave? C'est l'interrogation. Voilà, il a des bases solides, hein, c'est un junior, donc il a encore plein de choses à montrer. Est-ce qu'il va s'adapter au style de défense rugueuse de la Big Ten? Ça aussi, hein, parce qu'il va tomber sur des linebackers qui sont quand même beaucoup plus aguerris, avec une formation quand même bien différente que ce qu'il a pu avoir dans ces 2 dernières saisons. Mais néanmoins, voilà, je pense que Dan Lanning, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas été le chercher pour rien. Je pense que c'est quelque chose sur lequel l'attaque des Ducks d'Oregon va se reposer, bien évidemment. Et il va devenir, je le pense, un titulaire incontournable et pour aider justement Dante Moore et puis être une menace importante. Juste un petit mot, Bertrand, si tu me permets, sur Mackie Hughes. J'avais eu la chance de le voir quand ils sont venus avec Tulane à Charlotte 49ers, donc dans l'américaine. C'est vrai qu'il se reposait énormément sur lui, rien que sur ses stats 2024, 265 courses, je pense que ça dit tout. Et en tout cas, il avait marché sur Charlotte, hein. Donc, faut être costaud quand même pour faire 265 courses, même dans une conférence à peu près faible. Ah oui, c'est une production physique. Quand même, faut les faire. Ouais. Physiquement, faut les tenir, hein, parce que ça reste quand même costaud. Hein, l'américaine est quand même, c'est pas rien non plus. Hein, on est bien d'accord. Il y a quand même des équipes importantes. Voilà, c'est vrai qu'il passe à un seuil quand même un peu au-dessus, mais c'est vrai qu'en termes de production, 265 courses sur une année, on est à 1400 yards. C'est pas rien. Clairement, il a joué tout le temps. Tulane ne se reposait que sur lui et en a bien profité. À voir, effectivement, Oregon, il va falloir qu'il souffle aussi un peu plus parce que le défi physique sera sûrement pas le même par rapport aux défenses de la Big Ten qui sont quand même réputées beaucoup plus rugueuses que l'américaine. Donc c'est ce qu'il va falloir qu'il aussi, lui, psychologiquement encaisse, d'avoir peut-être moins de portée de balle tout en restant toujours impactant. Bon, je fais confiance à Dan Lanning pour bien encadrer tout ça, et puis au coordinateur offensif qui est Will Stein. C'est quand même des mecs aguerris qui savent ce qu'ils font, et s'ils sont allés le chercher, je pense que c'est pas juste pour les stats et qu'ils ont quand même cette année à digérer l'échec en quart de playoff l'année dernière contre Ohio State, et je pense qu'ils ont à cœur d'aller plus loin, et ils ont les moyens de le faire. Et notamment, comme ça me fait ma transition pour le joueur offensif, le joueur défensif, pour lequel on va faire un petit focus, qui est lui aussi un transfert en la personne du safety Dylan Tienman, donc qui vient de Purdue, hein, donc pas très loin pour la peine, et on est aussi là sur un safety costaud d'1m83 pour 94 kilos. C'est complet. Il a quand même montré à Purdue de très très belles choses, une excellente intelligence de jeu, une discipline importante, et notamment une capacité à influencer le jeu et à faire des actions à Purdue assez importantes, quasiment à des moments qu'on dirait un peu clutch, hein, les moments un peu tendus où il faut sortir. Et lui, il était là, donc
il est costaud, des stats qui montrent bien qu'il est capable de jouer partout dans le jeu. L'année dernière, il a quand même fait 70 plaquages solo pour un safety. C'est pas rien. Ça veut dire qu'il est capable de montrer les Il bras. est physique, hein. Voilà, il est physique. Il est capable d'attaquer, je pense, très vite la ligne de scrimmage aussi pour aller chercher les runnings. Et avec 94 kilos, capable de les arrêter aussi tout seul, parce qu'il arrive quand même lancé de loin. Et voilà, il a des statistiques au niveau plaquage. Ça va être sa 3e année. Sur les 2 premières années, il fait quand même 100 plaquages en 2 ans, dont 70 l'année dernière. C'est pour montrer un petit peu Progression, hein. la progression physique. Et pour autant, il n'est pas là que pour plaquer, parce qu'en couverture, il a quand même une belle reconnaissance des tracés. Alors même si du coup, il n'avait que 6 passes déflectées l'année dernière, et pas forcément beaucoup d'interceptions sur sa première année de freshman où il en a fait 6. Mais ça prouve bien quand même qu'il y a du QI, du IQ football, comme on dit. C'est là, c'est présent. Pareil que pour Mackie Hughes, hein, je pense que Dan Lanning, il sait ce qu'il fait. S'il était Ouais, le chercher à totalement. Bordeaux, c'est pas pour rien. Il a perdu aussi des joueurs en défense, pour venir aussi venir étoffer cette défense qui leur a fait défaut, hein, puisque prendre 20 points contre Iowa State, je pense que la Draghi a un peu du mal à passer. Et c'est un gros renfort qui va permettre vraiment une assise en fond de terrain, mais aussi sur la ligne de scrimmage, parce qu'on voit qu'il est capable d'attaquer fort. Ça va être un sacré rempart, je pense. Et pareil, plein de choses à prouver pour pouvoir passer après au côté NFL. Et il vient là clairement aussi pour montrer les gros bras et montrer qu'il est capable d'aller jouer safety en NFL. Tout à fait. Mais pour ajouter par rapport à ces 2 joueurs, je trouve que c'est 2 très très bons recrutements. Et pour accompagner donc Mackie Hughes on sait que c'est un joueur à gros volume et très puissant. Comme tu l'as précisé, ils ont recruté quand même un guard et un tackle supplémentaire pour consolider encore un peu plus cette ligne offensive et essayer d'appuyer là où ça fait mal et d'utiliser du coup leur nouvelle recrue. Je pense que ça peut être une très bonne saison pour Oregon la saison prochaine. Et encore une fois, comme on le cite depuis le début du podcast, mais un calendrier, je trouve, assez accessible pour cette équipe, qui commencera donc en recevant donc 2 équipes, Montana State et Oklahoma State. Ensuite, qui ira en week 3 donc à Northwestern, pour ensuite faire le duel face à Oregon State, pour repartir donc à Penn State, recevoir ensuite Indiana, partir à Rutgers et revenir pour recevoir le Wisconsin, pour ensuite donc aller dans l'Iowa et recevoir 2 matchs d'affilée, donc Minnesota et USC, et finir donc leur saison régulière en allant à Washington. Pour vous, du coup, on va commencer par toi, Rezu. Quel est ton bilan pour Oregon? J'ai mis 10-2. 10-2. 10-2, c'est pareil, un peu comme les autres. Je pense qu'il y a moyen de laisser échapper de, de défaites sur la saison. Autant Micah Hughes, je suis complètement d'accord avec le recrutement. Le quarterback Dante Moore, est-ce qu'il fera vraiment le boulot en remplaçant un QB qui était très expérimenté en Gian Gabriel? À voir. Donc je pense que ouais, il y a moyen qu'il perde 2 matchs sur la saison, mais qu'il sera quand même en tout cas un contender en Big Ten, c'est sûr. Ok. Et toi, du coup, mon Bertrand, tu as mis quoi comme prono? Eh ben, moi, je suis parti sur 11-1, avec peut-être 2 scénarios différents. Le match à Penn State dans le Beaver Stadium, qui est quand même très bruyant, pour Dante Moore, qui sera forcément difficile à négocier, et même pour Micah Hughes, qui ne connaît pas forcément ce genre de match. Et donc, potentiellement cette défaite-là. Et s'il n'y a pas cette défaite-là, je les vois pêcher un peu en fin de saison par un peu excès de confiance et se faire surprendre par USC ou Washington. Washington qui reste une rivalité costaud et c'est toujours des matchs un peu couperés où on peut se faire vite se surprendre, surtout qu'ils vont jouer à Washington. Donc c'est quelque chose. Voilà, si on arrive en fin de saison qui sont à 11-0 sur le dernier match. Voilà, peut-être par excès de confiance de dire bon, c'est un match qui va être facile et c'est jamais un match facile. Voilà, chez les Huskies, c'est jamais un match facile.
Bah, c'est marrant parce que justement, moi je suis parti sur un 11-1. J'ai beaucoup hésité, mais je les vois également perdre à Penn State. Mais je suis un peu en fait entre les deux, entre le 11-1 et entre le 10-2, et pour les mêmes raisons. C'est que je les vois peut-être perdre un match aussi, on va dire, qui est totalement à leur portée, mais un peu en mode excès de confiance ou ce genre de choses, un peu en fin de saison. Donc je mets 11-1, mais 11-1, 10-2, c'est assez proche pour moi. Justement, donc transition toute faite, on va vous parler maintenant de Penn State. Penn State, qu'ils ont fini la saison dernière donc avec un bilan très correct de 13-3, 13-3, 13 victoires et 3 défaites, bien sûr, qu'ils ont perdu donc, face à cette équipe d'Oregon en finale de conf, donc 45 à 37. Ils ont donc joué le premier tour de playoff face à SMU en gagnant 38-10, pour ensuite donc gagner en quart de finale contre Boise State, l'équipe qui a un peu fait parler l'année dernière avec sa star running back Genty qui rejoint donc les Raiders, en gagnant donc 31-14. Et ils ont donc perdu en demi-finale aux portes également du championnat, donc face à Notre-Dame, 27 à 24. Donc vous le savez, pour Penn State, ils ont aussi eu quelques joueurs qui ont été draftés en NFL, dont la grande star qui sera du côté des Giants, le D-line Abdul Carter, qui a été choisi donc évidemment au premier tour, donc en troisième choix. C'est le tight end Tyler Warren qui vient l'accompagner aussi donc au premier tour, qui a été choisi en 14e choix par les Colts d'Indiana. C'était assez attendu donc que les Colts recherchaient un tight end. C'était Warren, Loveland, donc ils ont décidé de partir sur Warren. Pour compléter donc ces deux joueurs du premier tour, donc au troisième tour, ils ont choisi le safety Kevin Winston Jr., qui a été choisi par les Titans au 82e choix. Et pour clôturer ça, donc au sixième tour, il y a deux joueurs qui sont partis. Donc le safety Jalen Reed, qui a été choisi par les Texans de Houston, et le linebacker Kobe King, qui a été choisi par les Vikings du Minnesota. Pour cette équipe de Penn State, il me semble que c'est toi, Rosu, qui va nous parler un peu plus précisément du coaching staff et des nouvelles arrivées de cette équipe. Ouais, tout à fait. Alors, ce sera toujours une équipe qui sera emmenée par James Franklin, qui est un coach qui est là depuis quelques temps, et j'ai l'impression que c'est un coach qui est un peu en recherche de reconnaissance après avoir un peu raté la marche sur des années précédentes. Vous voyez bien dans son body language, on va dire, pendant les playoffs, que il est à la recherche de quelque chose, vraiment d'inscrire son nom, j'ai l'impression. Euh, et donc, ce sera peut-être pour cette année. Il y a eu quelques arrivées notables à Penn State, comme Kyron Hudson, le receveur de USC. Ils ont récupéré King Mack, le safety d'Alabama, notamment, et le linebacker Amari Campbell de North Carolina, qui faisait vraiment du bien à North Carolina. Donc, je pense pas qu'ils se soient euh, qu'ils aient vraiment perdu, même si Tyler Warren, surtout, ça va leur créer un manque parce qu'ils jouaient beaucoup sur lui euh, en attaque. Évidemment, Abdul Carter, on ne remplace pas un joueur comme ça. Mais à part ces deux-là, j'ai l'impression quand même que ça tient la route pour rester cohérent avec ce que j'ai dit précédemment. Donc un coaching staff qui est assez stable, et surtout un QB qui revient à la personne de Drew Allard, qui, qui est un peu un QB qui, certains appellent surcoté, d'autres aussi, surcoté, c'est quand on a une grosse hype. Donc moi, je suis plutôt en faveur de la hype pour l'instant. Et en plus, il aura avec lui le running back Nicolas Singleton, qui a été très très bon l'année dernière, qui revient donc en tant qu'un des meilleurs running backs du pays, donc un des meilleurs quarterbacks, un des meilleurs running backs. Ça fait quand même beaucoup. Euh, donc on va voir, et c'est pareil sur la D-line, il y a quand même de quoi faire, avec notamment Dennis Seton,
dont on va parler. Donc, en termes de joueurs offensifs, on a choisi de focus plus sur Drew Allard, sachant que j'ai dit un petit mot sur Nicolas Singleton qui aurait pu prétendre à la place aussi. Drew Allard, c'est un QB moderne, on va dire, hein. Il a le physique pour 1m85, 107 kg, bon bras, très bon bras même. Euh, Comparé un peu à un style un peu à la Josh Allen. Il s'est pas présenté à la draft. Je pense que c'est un peu parce qu'il a reçu pas mal de sous pour rester. Mais, mais bon, il aurait pu y aller. Je pense pas qu'il aurait été ridicule, surtout vu comment la draft a tourné pour les quarterbacks. Donc je pense qu'il a un coup à jouer pour être un des top picks de la prochaine draft. Euh, Après, il y a évidemment des choses à améliorer, hein, notamment euh, un peu sa technique. Mais bon, toutes les qualités physiques, son expérience, je pense, lui permettront de faire quelque chose de pas mal. Et en termes de défense, donc Dennis Sutton, euh, qui aura la lourde tâche donc de remplacer Abdul Carter, c'est pareil, beau bébé, hein, 1m96, 120 kg. C'est pas Très mal, bon hein. QI football. Ouais, très bon QI football, des longs bras, gros moteur. Donc, il y a moyen aussi pour lui de faire quelque chose de bien. Et puis, quand on a un joueur de la trempe d'Abdul Carter avec qui on a travaillé pendant quelques C'est sûr années, que ça aide. ça fait toujours du Mm. bien. Donc avoir peut-être un peu une meilleure explosivité, ce serait bien de sa part. Et, en tout cas, solide, quoi. Donc, Tout à fait. au total, Penn State, eh ben voilà, je reste un peu cohérent. Comme j'ai dit, bon QB, bon running, une équipe solide jusqu'à maintenant et je pense un coach revanchard. Donc moi, je les mets cette saison, je les mets en 12-0. Je pense que c'est eux qui vont gagner la Big Ten. Euh, Ils ont l'habitude un peu de se louper, Penn State, quand ils C'est sont vrai, ouais. favoris. Donc à voir, mais sur le papier, je les aime bien. Sur le papier, je les aime bien. Donc je les vois en 12-0, donc c'est-à-dire, je te laisse faire le calendrier peut-être si tu veux. Ouais. Mais Je voulais juste petite précision sur ce que d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi sur Drew Allard et Nicolas Singleton, qui est probablement top 5 running back la saison prochaine. Je voulais aussi rajouter en plus qu'ils ont sûrement le meilleur duo de running back de la ligue, avec Ketron Allen qui a fini ouais, aussi à plus de milliards la saison dernière, avec également 220 portées. Donc, on a deux gros runners. Donc, 220 portées pour l'un, 172 pour l'autre. Les deux étaient à plus de milliards. Donc, c'est quand même très intéressant pour Penn State. C'est ce qui va bien aider Drew Allard à performer. Comme tu l'as dit, il a perdu son tight end numéro 1. Donc, c'est un peu sa soupape de sécurité. On sait que les QB aiment bien l'utiliser. On verra comment ça va se goupiller en attaque. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que Penn State va faire une très bonne saison. Et pour en revenir du coup à ton bilan et donc le calendrier, donc pour vous l'énoncer, donc ils vont commencer par, alors j'espère qu'il n'y a pas d'erreur, mais ils vont recevoir 4 équipes d'affilée. Donc Nevada, Florida International, Villanova et Oregon, pour ensuite se déplacer à UCLA, pour recevoir ensuite Northwestern, se déplacer 2 fois, donc Iowa et Ohio State, pour ensuite recevoir Indiana et terminer par Michigan State, Nebraska et Rutgers. Donc moi, concernant le bilan, donc je les sens très bien aussi Penn State, mais pour rester cohérent avec ce que j'ai dit au-dessus, donc je les mettrai en 11-1, parce que je les vois perdre à Ohio State. Mais sinon, je pense que ça va être une très bonne saison pour eux. Et toi, du coup, mon ami Bertrand, ton bilan, c'était... Alors moi, je suis un peu plus mitigé parce que je suis pas un des plus grands partisans de Drew On en Allard. avait parlé, exactement. Voilà. Et moi, je les vois perdre contre Oregon et contre Iowa State, donc de partir sur un bilan de 10-2. Ok. Voilà, je pense qu'Oregon et Iowa State, pour moi, sont au-dessus. Mais
le football américain, on sait ce que c'est toujours un C'est peu vrai. difficile. Après, ça reste toujours dans la même tranche. On est quand même à peu près tous Oui, les on est trois assez en proche. raccord au niveau des bilans. Après, on sait qu'il suffit qu'il y ait des blessures sur un joueur important, ceci, cela. Voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer. Là, on le fait au début de la saison. Les Une bilans à peu petite près passe quand. interférence en third down. Voilà. Exactement. Tout peut arriver, on ne sait jamais. Ça. Mais c'est bien toujours de rappeler un peu aussi l'apport, on ne le dit pas assez, du coach principal et du coaching staff, surtout en université. Et c'est intéressant de relever ça. Et donc, si vous avez bien suivi, donc on vous a présenté 5 équipes. Et donc, pour finir cette conférence, on va vous parler de USC. Ça me permet, petite transition, de pouvoir faire une petite passe D à mon ami RC, qui a donc le compte fan de USC et les Trojans sur Twitter, qui nous aide un peu dans l'ombre à présenter ses previews et de ses conférences. Donc voilà, c'était pour le remercier un peu et m'excuser d'avance du bilan qu'on va mettre de pronostic pour son équipe. Mais avant de parler de ça, donc on va commencer tout de suite par vous parler donc du bilan de la saison dernière, donc qui ont fini sur un bilan de 7 victoires et 6 défaites, assez moyen. Ils ont tout de même gagné leur bowl face à Texas AM 35 à 31. Malgré cette saison un peu mitigée, ils ont eu quand même quelques joueurs qui ont été draftés en NFL. Le premier, donc, c'est le DB Jalen Smith, qui a été choisi au 3e tour, donc en pick 97 par Texans de Houston. Les Texans, pardon, qu'ils aiment bien les joueurs du UC, parce qu'ils ont également choisi leur wide receiver Woody Marks au 4e tour. Ensuite, donc, c'est le 3e joueur qui a été drafté, donc c'est le O-line Jonah Monheim, j'espère que je prononce bien son nom de famille, qui a été choisi donc au 7e tour par les Jags de Jacksonville. Et ensuite, il y a le linebacker Eston Mascarenas Arnold, qui n'a pas été drafté, mais qui a été choisi pour compléter le roster des Browns de Cleveland. Pour cette équipe de USC, c'est toi Bertrand donc, qui nous parlait un peu plus précisément du coaching et des nouvelles arrivées. Oui. Alors du coup, je m'excuse d'avance pour RC parce que je vais avoir du mal à dire du bien de Lincoln Riley, hein, qui est le head coach, qui est là depuis 2022 et qui était passé avant par Oklahoma, les Sooners, qui on sait sont les ennemis jurés des Longhorns, donc forcément j'ai un peu du mal à dire du bien de lui. Alors, il arrive en 2022, pour la peine, il a fait une excellente saison avec Caleb Williams, et puis après, ça a été compliqué. Saison 2023, bilan de 8-5, saison 2024, bilan de 7-6, et là, clairement, on le sent déjà sur un siège éjectable s'il n'arrive pas à faire un bilan correct l'année qui arrive. Mais pour ça, il a quand même, et ça, il a toujours été assez fort là-dessus, en termes de recrutement, et là, cette année, ils ont fait un recrutement sur les squads défensifs qui est impressionnant. Alors avec la recrue de 3 D-line, un rookie 5 étoiles, Jakeem Stewart, qui voilà, va avoir des choses à montrer, mais qui était au niveau national un des meilleurs des defensive line. Et puis ils ont été chercher 2 defensive line de 2 grosses équipes quand même, des Wildcats de Kentucky, donc Keyshawn Silver, qui reste, on sait, en SEC, quelque chose des défenses sont solides. Et puis un gros coup, le D-line de Jamal Jarrett des Bulldogs de Georgia, qui, on le sait, sont une grosse équipe, et notamment en défense. Mais ils peuvent aussi compter, et là, sur un safety, Kennedy Urlacher, qui vient de Notre-Dame, qui est quand même pas rien, dernier finaliste. Et puis là, peut-être un peu moins connu, mais qui du coup a beaucoup produit à St. Joseph State University, chez les Spartans, DJ Harvey, et qui là, lui, va aussi venir pour montrer qui peut jouer dans la cour des grands. Le focus offensif, du coup, on l'a mis sur un des receveurs, Jacoby Lane, qui rentre dans sa 3e année. Et là, on va être sur un receveur grand, 1m93 pour 88 kg.
Donc, on est sur quelque chose. Il est très élancé pour un receveur, très très mobile dans ses déplacements. Et puis, c'est un jeune qui arrive dans sa 3e année, comme je l'ai dit, et qui sait lire les schémas offensifs. Lincoln Riley, on sait, est assez fort là-dessus, surtout sur l'attaque normalement. Et on a quelque chose là qui peut matcher. L'année dernière, il a des stats qui sont quand même, malgré le bilan de 7-6, pas très impressionnant, mais qui lui a fait, Jacoby Lane a fait 43 réceptions pour 525 yards et 12 TD, 12 touchdowns, ce qui n'est pas rien. Il a réussi à montrer qu'il arrivait à rester calme dans les situations les plus compliquées pour lui. Il est très respecté de la fanbase du coup parce que c'est un travailleur acharné et ça je pense que ça plaît forcément aux fans il est toujours très investi et il est capable de capter des ballons hyper compliqués. Il nous a fait des catchs spectaculaires qui sortent parfois un peu de nulle part et voilà. Et en même temps, c'est aussi un des points qu'il a à travailler parce qu'il a quand même fait quelques drops faciles. Donc il y a un peu ce côté un peu contradictoire de j'arrive à faire des catchs qui sortent de l'espace et en même temps sur des trucs un peu plus simples de pas arriver à me concentrer. Donc il a là en 3e année à prouver qu'on peut compter sur lui, sachant qu'en plus logiquement il y a eu aussi une belle recrue d'un QB 5 étoiles, Hussein Longstreet, qui est aussi attendu au tournant. Et on sait que Lincoln Riley aussi est un développeur de QB. Et donc, on l'a vu avec Caleb Williams, qui a fait quand même pas mal de très belles choses. Et on le voit maintenant en NFL chez les Bears. Il est quand même assez costaud. Pour le focus du défensif, on va parler du defensive end Braylon Shelby, qui lui est un junior. Donc là, pareil, on est sur une morphologie importante. On est sur 1m96 pour 118 kg. Encore un beau bébé. Là. Voilà, c'est du beau bébé. Et c'est du beau bébé rapide en plus. Donc quand on arrive lancé comme ça sur un quarterback, c'est difficile à encaisser. Et d'ailleurs, c'est un de ses points forts à Braylon Shelby, c'est son pass rush. L'année dernière, en 2024, il a quand même eu 5 sacs et 5 plaquages pour perte et 19 pressions sur le QB sur l'année. C'est pas mal. Costaud, ce qui est quand même très très costaud. Il est rapide, il a des mains efficaces, il a une technique pour passer vraiment, vraiment très fort. Et puis surtout, c'est un compétiteur acharné. Il est toujours en train de travailler. Il s'arrête jamais dans ses efforts. Enfin, tant que le coup de sifflet n'est pas arrêté, on le voit, il bosse. Même si le ballon part de l'autre côté, il continue. Il fait ses poursuites. On est sur quelque chose de. Voilà, il est là. Il veut se montrer. Il a envie de vraiment de se défoncer pour les Trojanes, et je pense que ça aussi, pareil, c'est très apprécié des fans pour la peine. Bon, parfois ça manque un peu de discipline, notamment face à la course, où là on voit que c'est pas forcément sa prédilection, et qui préfère clairement aller chercher le QB pour aller briser voilà, les tentatives de passe. On est clairement sur un joueur qui fonce, qui va vite et qui arrive à passer vite, mais qui du coup a besoin de se perfectionner, notamment face au schéma de course des équipes adverses. Voilà pour USC cette année. Top. Bah écoute, je vais pouvoir vous parler maintenant de leur calendrier. Calendrier que je trouve peut-être un peu plus complexe que les autres équipes qu'on a présentées avant. Ils vont commencer tranquillement et ça va devenir un peu plus compliqué par la suite. Donc ils vont tout d'abord recevoir donc Missouri State et juste après Georgia, Southern, pas Georgia que vous connaissez. En week 3, donc ils vont se déplacer à Purdue pour ensuite recevoir Michigan State, partir donc à Illinois pour ensuite recevoir Michigan et aller à Notre-Dame. Donc 3 matchs qui vont être assez costauds. Ensuite, ils iront donc au Nebraska pour recevoir 2 fois chez eux donc Northwestern et Iowa. Et ils terminent donc par Oregon et UCLA.
Donc pour toi, Bertrand, tu les vois où au niveau de ce calendrier? Eh ben, pour le bilan, qui va être une saison charnière, hein, je le répète pour Riley, parce que je pense qu'il est déjà un peu sur la sellette. S'il fait ce que je pense, s'il fait 9-3, il sauve sa saison. S'il fait moins, ça va être compliqué pour lui. Et donc Et toi, tu le vois 9-3? oui, avec des défaites contre Oregon, clairement. Notre-Dame, ça me paraît un peu hors de portée, même si du coup, pour notre ami RC, ça va être compliqué à gérer. Et puis Michigan et UCLA qui restent des matchs pièges. UCLA, voilà, forcément, grosse rivalité entre les deux équipes. Qui dit grosse rivalité dans le college football dit que tout peut arriver. Donc voilà, une défaite soit contre Michigan ou soit contre UCLA, et puis les gros bras Notre-Dame et Oregon. Donc on part sur 9-3. Même Illinois en soi, ça va pas être un match facile Ça non sera pas plus, un hein. match simple, on est d'accord. Mais moi, je me permets tout de suite de donner mon bilan parce que c'est le même, c'est 9-3 aussi. J'hésitais entre 9-3 et 8-4, mais je suis resté un peu correct pour RC justement. Mais pareil, je les vois, Notre-Dame, Oregon et Michigan, pour moi, ça passe pas. Et ensuite, Illinois, UCLA, ça peut être des matchs pièges aussi. Donc, on va rester sur un 9-3 assez correct. 9-3, ça reste un bon bilan, je pense, pour eux l'année prochaine. Et donc, pour toi, Rosu, quel est ton bilan pour UC? J'étais parti sur un 8-4, mais finalement, je l'ai rehaussé un peu à 9-3. Aussi. Je trouve qu'ils ont quand même perdu pas mal de joueurs, notamment en poste de receveur. Euh, donc ça peut poser problème. J'aime bien leur quarterback, Jaden Mayava. Surtout avec Lincoln Riley, ça peut quand même bien marcher, mais comme tu disais, calendrier difficile et ils ont fait un super recrutement des high school là. Ils ont l'air d'être pas mal sur ça, donc peut-être qu'il leur faudra une année ou Une petite deux année, ouais. pour revenir au top. Mais c'est vrai que là, il y a de la concurrence dans le Big Ten et calendrier difficile, surtout de la deuxième partie. Je pense qu'il y a moyen quand même de perdre des plumes. Donc, On est d'accord. 9-3, franchement, pour moi, je trouve que ce serait une bonne, ce serait bien, bien, Au vu du bien fait déjà. calendrier, 9-3, ça reste très correct, hein. Ça, c'est sûr. Comme on l'a dit, c'est peut-être, je pense, le calendrier le plus compliqué là, dans les équipes qu'on vient de présenter. Mais 9-3, je pense que ce serait bien pour eux. Et donc à présent, donc on est bien, ça fait une petite heure qu'on discute ensemble, c'est cool. Mais maintenant, pour clôturer un peu cette première preview donc, sur cette conférence de Big Ten, on va vous présenter un peu notre classement, donc le top 10 de cette conférence. Donc vas-y Rosu, je te laisse nous donner un peu ton classement. Pas obligé de mettre les bilans, on a parlé des équipes les plus importantes, mais au moins ton top 10 pour la saison prochaine. Ouais, top 10, surtout, bon, on va dire un top 4, je pense qu'il est assez clair avec Penn State, Oregon State, Michigan. euh, derrière Illinois et USC qui ont une chance de faire quelque chose de bien aussi, et un peu en second couteau, mais toujours difficile à jouer. J'ai choisi Nebraska, Iowa. Ensuite, Wisconsin et Michigan State. C'est une belle conférence, le Big Ten. Il y a beaucoup de grosses équipes. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui sont donnés interconférence. Mais je pense qu'il y a des équipes qui sont juste un peu au-dessus et qui ça pourra se détacher. Mais je pense que c'est assez facile pour une équipe de viser un 8-4 et de se retrouver avec un 4-8. Donc, belle conférence que celle du Big Ten. C'est clair, on est d'accord là-dessus. Et toi Bertrand, du coup, ton classement? Eh bien, un tout petit peu, enfin, bon, le trio de tête, hein, clairement. Bon, moi, je vois Ohio State en premier et puis quand même assurer sa suprématie et son statut de champion cette année. Oregon en deuxième et Penn State en troisième. Alors, je l'espère, surtout pour RC en quatrième. Moi, je vois bien USC et puis, comme je l'ai dit, Lincoln Riley n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'il performe, il faut qu'il est arrivé pour ça. Donc, il faut qu'il y aille. Michigan en cinquième. Et puis après, effectivement, Illinois qui va pouvoir jouer les troubles faits dans entre guillemets, cette deuxième partie de tableau.
Et puis voilà, après la Big Ten, mais ça reste une grosse conférence, hein. Enfin, effectivement, l'année dernière, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était ceux qui étaient le plus présents, qui avaient le plus d'équipes dans le college football playoff, si je dis pas de C'est ça, il me bêtises. semble. Ouais. Au nombre de 3 ou 4 de mémoire. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, voilà, Indiana, Nebraska, Iowa, Michigan State qui vont arriver derrière un peu sur la défensive et en même temps pour montrer qu'ils sont là et ils ont des choses à se racheter. Donc, la Big Ten, cette année, ça va être du beau spectacle. Je pense que c'est très intéressant. Mais je suis tout à fait en raccord avec ce que vous avez énoncé. Pour moi, il y a 3 équipes qui s'échappent vraiment. Donc en 1, je mets Ohio State. Et ensuite, donc Penn State et Oregon. Les 3 équipes que j'ai mis en plus avec le même bilan. Pour ensuite, donc, avoir les 2 autres qui sont un peu derrière. Donc Michigan, quand même un peu au-dessus. Et ensuite, USC et Illinois. Et pour compléter donc ce classement, donc en 7e, j'ai mis Indiana. Je pense qu'il pourrait aussi nous surprendre cette saison. Indiana, Nebraska, ça peut être des équipes quand même chiantes et qui pourraient faire quelque chose. Et pour finir en 9e et 10e, j'ai mis Iowa et le Wisconsin. Donc voilà pour notre classement de cette première conférence. Encore une fois, on prendra note de tout ça et on essaiera de faire un petit bilan à la fin de saison pour voir si jamais on a dit des trucs à peu près logiques ou si on était très très loin. Ou pas. Voilà, ou pas, sait-on jamais. Après, on n'a pas pris de gros risques, ça va. C'est vrai, on n'a pas pris de gros risques. Mais ce qui est intéressant quand même, parce qu'on ne s'est pas vraiment concerté au niveau de nos pronostics, mais on est quand même en raccord dans ce qu'on donne. Donc ça montre qu'il y a quand même une certaine logique dans cette conférence. On verra si ce sera la même chose pour la suite. En tout cas, là, cette première preview touche à sa fin. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la prochaine preview. Donc la conférence, il me semble que c'est ACC, je pense. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir un peu sur le podcast, sur les différents liens pour toutes les personnes qui suivent un peu chaque université, que ce soit cette conférence-là ou une autre, pour nous donner votre avis, toujours intéressant. Encore une fois, on ne se présente pas des spécialistes, juste des passionnés comme vous. Et c'est toujours sympa d'essayer de se faire une petite communauté autour du college football, de faire grandir un peu ce sport universitaire dans notre beau pays. En tout cas, merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée selon quand vous écoutez ce podcast. Et merci à vous, Bertrand et Rosu, et à très bientôt. Salut à tous. Salut, merci.